Étienne Dubois s'enfonça dans le canapé en cuir de designer italien, tandis que le médecin quittait l'appartement de luxe dans le 16e arrondissement. Les mots résonnaient encore dans la pièce vide. Cancer du pancréas, stade 4, peut-être 6 mois au maximum. À 72 ans, l'homme qui avait bâti un empire de milliards découvrait que tout l'argent du monde n'achèterait pas un jour de vie supplémentaire. La vue panoramique sur la Seine ou sur les toits de Paris montrait un Paris doré par le soleil du soir, mais il n'y voyait aucune beauté. Il ne voyait que le reflet d'une vie entière dédiée aux chiffres, aux fusions, aux acquisitions. Il ne s'était jamais marié en trop d'engagement, disait-il à ses partenaires d'affaires. Il n'avait jamais eu d'enfant. Trop de responsabilités, se justifiait-il. Les femmes qui avaient traversé sa vie n'étaient que des transactions déguisées en romance, chacune avec une date de péremption fixée par l'ennui ou la commodité. 72 ans, murmura-t-il dans l'appartement vide, et je n'ai pas une seule photo au mur qui ne soit pas celle d'une inauguration corporative. 3 jours plus tard, conduisant sa BMW sur la place de l'Opéra en direction d'une énième consultation médicale inutile, Étienne s'arrêta au feu rouge. Le trafic du centre était chaotique comme toujours. Klaxons irrités, vendeurs de rue, la vie pulsant dans son désordre habituel. C'est alors qu'elle apparut. Une fillette maigre, peut-être 8 ans, s'approcha de la vitre fermée. Vêtements usés mais propres, cheveux attachés en une queue de cheval mal faite, yeux marrons qui ne détournaient pas le regard. Elle n'avait pas le regard vaincu des enfants des rues qui l'ignoraient quotidiennement. Elle avait quelque chose de différent, de la dignité. « Monsieur », dit-elle quand il abaissa la vitre de quelques centimètres, plus par réflexe que par volonté. « Je m'appelle Léa. Je ne demande pas l'aumône. Je demande de l'aide. Ma grand-mère est malade et nous n'avons pas d'argent pour ses médicaments. » Étienne avait déjà entendu toutes sortes d'histoires dans la rue, mais il y avait quelque chose dans la manière dont la fillette parlait, trop particulier pour son âge, trop fière pour sa situation. « Où habites-tu » demanda-t-il, se surprenant lui-même. « Dans un immeuble squatté, dans le 19e arrondissement. Appartement 23, 3e étage, répondit-elle promptement. Si vous voulez vérifier si c'est vrai, vous pouvez y aller. Ma grand-mère s'appelle Monique. » Le feu passa au vert. Les voitures derrière klaxonnèrent. Étienne remit un billet de 100 € à la fillette et accéléra, mais son visage resta gravé dans son esprit. Cette nuit-là, allongé dans son lit king size, il ne parvint pas à dormir. Pour la première fois depuis des décennies, l'image de quelqu'un le perturbait. Ce n'était pas de l'attirance, ce n'était pas un intérêt commercial, c'était quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Le lendemain, il annula une réunion importante et se rendit dans le 19e arrondissement. L'immeuble squatté était un squelette de béton abandonné depuis des années, maintenant occupé par des familles sans abri. L'odeur de moisi et d'égout était nauséabonde. Il monta les 3 étages par un escalier sans rampe, marchant dans des flaques d'eau sale. Le logement 23 était un cagibi de 21 mètres carrés à peine. Un rideau déchiré en tenait lieu de porte. À l'intérieur, sur un lit improvisé de planches et d'un matelas fin, une vieille femme tentait de se redresser. « S'il vous plaît, ne vous levez pas », dit Étienne en entrant dans la pièce minuscule. Sur le sol, sur une couverture, Léa faisait ses devoirs de mathématiques avec un crayon usé jusqu'à la mine. « Monsieur !» s'exclama la fillette, sincèrement surprise. « Vous êtes vraiment venu ?» Monique, la grand-mère, avait le visage marqué par une vie de privation, mais les mêmes yeux dignes que sa petite-fille. Elle le remercia pour l'argent de la veille, expliquant l'avoir utilisé pour acheter des médicaments pour sa tension et un peu de nourriture. Retraitée au salaire minimum, elle survivait à peine. « Léa ne manque jamais l'école », dit Monique avec une fierté évidente. « C'est la meilleure élève de sa classe. Elle veut devenir médecin pour s'occuper de moi. » Étienne regarda autour de lui. Pas de réfrigérateur, seulement un réchaud. Les vêtements, rares, étaient pliés avec une minutie militaire dans un coin. Malgré l'extrême pauvreté, organisation, propreté possible et dignité étaient préservées. « Pourquoi médecin ?» demanda-t-il à Léa. « Parce qu'un médecin sauve des vies, » répondit-elle simplement. « Et parce que lorsque Maminou est malade, au centre de santé, on nous traite mal. On dit que les pauvres se plaignent trop. Quand je serai médecin, je traiterai tout le monde bien, riches ou pauvres. » Quelque chose se brisa en Étienne à cet instant. C'était peut-être l'armure de décennies de cynisme.
ou la proximité de la mort qui le rendait perméable à la vie. Il sortit son portefeuille, déposa 1 000 € sur la table improvisée. « Achetez nourriture, médicaments, ce dont vous avez besoin, dit-il, se dirigeant déjà vers la sortie, mal à l'aise avec sa propre générosité. Je reviens. Étienne commença à rendre visite à Léa et Monique chaque semaine. Il apportait toujours provisions, médicaments, parfois vêtements. Il découvrit que Léa marchait 4 kilomètres jusqu'à l'école, faute d'argent pour le transport. Il découvrit que Monique avait élevé sa fille seule, celle-ci étant morte dans un accident de bus quand Léa avait 3 ans, et que depuis, grand-mère et petite-fille survivaient avec les miettes du système. « Pourquoi revenez-vous » demanda Léa un samedi après-midi, montrant fièrement son bulletin avec les meilleures notes. Étienne ne savait quoi répondre. Comment expliquer que ces visites étaient devenues le point culminant de sa semaine, que voir le sourire de la fillette en le recevant valait plus que signer des contrats millionnaires, que pour la première fois en 72 ans, il se sentait vraiment utile. « Parce que vous êtes ma famille maintenant », répondit-il, se surprenant lui-même par cette honnêteté. Ce fut un mardi que tout bascula. Monique fut victime d'un infarctus foudroyant. Des voisins la trouvèrent étendue sur le sol du cagibi, Léa en pleurs tentant de la réanimer. Ils appelèrent le SAMU, mais l'ambulance prendrait du temps. Elle en prenait toujours dans les quartiers défavorisés. Léa se rappela la carte qu'Étienne avait laissée. « Pour les urgences », avait-il dit. Avec des doigts tremblants, elle composa le numéro depuis la cabine téléphonique du coin. Étienne était en réunion du conseil lorsque le téléphone sonna. Il entendit les sanglots de la fillette et n'hésita pas. « J'arrive », dit-il se levant au milieu de la présentation trimestrielle. « Annulez tout ». Il utilisa toute son influence, tous ses contacts. En 2 heures, Monique était dans la meilleure clinique privée de la ville, opérée par l'équipe du docteur Leclerc, celui-là même qui s'occupait des ministres et des grands patrons. « C'est votre parente » demanda l'infirmière remplissant des formulaires. « C'est ma famille », répondit Étienne, tenant la main de Léa qui ne cessait de trembler. Pendant les 5 jours que Monique passa en soins intensifs, Étienne ne quitta pas l'hôpital. Léa dormait, la tête appuyée sur son épaule dans la salle d'attente. Il découvrit qu'il parvenait à la calmer en racontant des histoires de son enfance modeste à la campagne, quelque chose qu'il n'avait pas partagé depuis des décennies. « Vous aussi, vous avez été pauvre ?» demanda Léa, admirative. « Un très pauvre. Je vendais des glaces au marché pour aider ma mère. J'ai étudié avec des livres empruntés. La pauvreté ne nous définit pas, Léa. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons des opportunités que la vie nous offre. » Lorsque Monique fut autorisée à sortir, Étienne prit une décision. « Vous allez habiter avec moi jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie », annonça-t-il. Non comme une question, mais comme un fait. L'appartement de luxe dans le 16e arrondissement, qui fut pendant des décennies un mausolée de luxe, se transforma. Léa courait dans les couloirs de marbre, émerveillée par la vue sur la ville. Monique, encore faible, pleurait de gratitude en dormant dans un vrai lit après des années passées sur un matelas fin. « C'est temporaire », répétait Étienne, plus pour lui-même que pour elle. Mais chaque soir, quand il aidait Léa à faire ses devoirs à la table à manger, qui avait coûté plus qu'une voiture populaire, quand il entendait Monique raconter des histoires de sa jeunesse en buvant du thé, il savait qu'il mentait. Il ne voulait pas que ce soit temporaire. Ce fut Léa qui fut la première à remarquer les signes. Étienne était plus maigre, plus pâle, et prenait beaucoup de médicaments. « Vous êtes malade ?» demanda-t-elle un soir, direct comme toujours. Il pensa mentir, mais ses yeux bruns méritaient la vérité. « Oui, ma chérie, mais les médecins prennent soin de moi. » La fillette l'étreignit avec une force surprenante. « Je ne veux pas que vous mouriez, » murmura-t-elle contre son cœur. « Vous êtes le père que j'ai toujours voulu avoir. » Étienne pleura pour la première fois en 40 ans. Le lendemain matin, il appela son avocat. « Je veux adopter un enfant, » dit-il, « et je dois refaire mon testament. » Le processus fut compliqué. Un homme de 72 ans atteint d'un cancer en phase terminale, voulant adopter une fillette de 8 ans. Mais l'argent et l'influence ouvrent des portes, et en 2 mois les papiers étaient prêts. « Veux-tu être ma fille ?» demanda Étienne, s'agenouillant avec difficulté devant Léa, les documents d'adoption à la main. Sa réponse fut de sauter dans ses bras en criant « Papa !» à plusieurs reprises, emplissant l'appartement d'une joie que les murs n'avaient jamais connue. Les derniers mois d'Étienne furent les plus riches de son existence. Chaque matin commençait avec Léa sautant sur son lit, lui racontant les rêves de la nuit.
Chaque petit déjeuner était une simple célébration de la vie, avec Monique préparant des œufs brouillés pendant que lui et sa petite fille, désormais sa fille, lisaient les nouvelles du jour. La chimiothérapie était brutale. Étienne rentrait chez lui dévasté, vomissant, tremblant de fièvre. Mais Léa était toujours là, avec un verre d'eau, une serviette fraîche, une étreinte silencieuse. Monique préparait des bouillons légers, s'occupait de lui comme s'il était son propre fils. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-il un après-midi particulièrement difficile. « Parce que la famille prend soin l'une de l'autre, » répondit simplement Monique. « Vous avez sauvé nos vies. C'est maintenant à notre tour de prendre soin de la vôtre. » Étienne réunit son équipe d'avocats. Le testament fut préparé avec une méticulosité obsessionnelle. Léa hériterait de tout, les milliards, les entreprises, les biens immobiliers. Mais pas seulement cela. 10% du patrimoine serait destiné à la création de la Fondation Léa Dubois, dédiée à offrir des opportunités d'études aux enfants défavorisés, surtout dans le domaine médical. Monique aurait une pension à vie, sa propre maison, une couverture santé complète, tout ce dont elle aurait besoin pour le reste de sa vie. Mais il y a une condition, dit Étienne à Léa un soir, déjà très faible, allongé sur son lit avec elle à ses côtés, lisant un livre d'histoire. Tu vas étudier, tu vas faire des études de médecine, et tu vas utiliser cet argent pour aider les gens. Tu le promets? Je le promets, papa, dit-elle solennellement. Je ferai en sorte que tu sois fier de moi. Je le suis déjà, murmura-t-il, plus fier que tu ne peux l'imaginer. La dernière semaine fut difficile. Étienne parvenait à peine à sortir du lit, mais Léa avait installé un campement dans sa chambre, dormant sur un matelas à côté du lit, lui tenant la main pendant la nuit quand les cauchemars survenaient. « Papa, dit-elle la dernière nuit, merci de m'avoir choisi. »« Non, ma fille, répondit Étienne d'une voix déjà très faible. Merci de m'avoir sauvé. Je mourrais bien avant le cancer. Tu m'as appris à vivre. » Il mourut à l'aube, Léa tenant sa main droite et Monique tenant la gauche, entourée d'un amour véritable pour la première fois de sa vie. Les funérailles furent un événement étrange. D'un côté, des hommes d'affaires, des politiciens, l'élite économique du pays accomplissant un protocole. De l'autre, Léa et Monique, et quelques voisins du squat qu'Étienne avait discrètement aidés ces derniers mois. Ce furent ces derniers qui pleurèrent vraiment. 10 ans plus tard, Léa montait sur la scène de l'auditorium du lycée Louis-le-Grand pour prononcer un discours en tant que major de promotion. Grande, confiante, brillante, personne n'aurait imaginé que cette jeune femme avait un jour demandé de l'aide à des feux de signalisation. « Je veux raconter une histoire », commença-t-elle, regardant Monique au premier rang, sur une petite fille qui vivait dans un squat et un homme qui découvrit à la fin de sa vie ce qui importait vraiment. Elle raconta tout, la pauvreté, la rencontre au feu rouge, l'adoption, l'amour qui avait transformé 3 vies. L'auditoire de parents aisés et influents écoutait dans un silence gêné. Mon père m'avait appris que l'argent n'a de valeur que lorsqu'il est utilisé pour transformer des vies. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'annonce que la Fondation Léa Dubois offrira 100 bourses d'études complètes en médecine à des jeunes des quartiers défavorisés de Paris. Parce que tout le monde mérite une chance. Tout le monde mérite d'être choisi. Monique pleurait de fierté. Sur scène, Léa avait elle aussi les larmes aux yeux, mais elle souriait. Elle savait qu'Étienne serait fier. 20 ans s'étaient écoulés depuis ce jour au feu rouge. La Léa Dubois était désormais l'une des pédiatres les plus respectées du pays. L'hôpital Étienne Dubois soignait gratuitement des milliers d'enfants défavorisés chaque année. La Fondation avait déjà formé plus de 500 médecins, tous issus de milieux modestes. Ce matin-là, elle faisait sa ronde dans l'aile d'oncologie pédiatrique lorsqu'elle rencontra Chloé, 8 ans, le même âge que Léa avait quand elle avait rencontré Étienne. Orpheline, vivant en foyer, luttant contre la leucémie, mais avec le même regard, digne, fort, rempli de rêves malgré les circonstances. « Tu as peur ?» demanda Léa en s'asseyant sur le bord du lit. « Oui, » admit Chloé. « Mais vous n'avez pas eu peur quand vous étiez petite et pauvre. » Léa avait raconté son histoire aux enfants de l'aile pour leur donner de l'espoir. « J'ai eu très peur, mais tu sais ce que j'ai appris? Que parfois la vie place des anges sur notre chemin. Mon ange portait un costume et conduisait une BMW. » Chloé rit. « Vous pouvez être mon ange ?»
Léa sentit son cœur s'accélérer. Elle regarda la fillette, seule au monde, luttant pour sa vie, ayant besoin d'amour autant que de médicaments. Elle pensa à Étienne, à la façon dont il avait risqué les derniers mois de sa vie pour lui offrir un avenir. « Et si c'était plus qu'un ange ?» demanda Léa. « Et si c'était une mère ?» Le cri de joie de Chloé put être entendu dans toute l'aile. Les infirmières pleuraient, les médecins souriaient. Et quelque part, Léa en était certaine, Étienne souriait aussi. Le soir, comme elle le faisait toujours pour les décisions importantes, Léa se rendit au cimetière de Montparnasse. Elle s'assit près de la tombe simple, Étienne avait demandé la simplicité à la fin, et lui parla de Chloé, des milliers de vies transformées, de la façon dont l'amour qu'il avait semé continuait de s'épanouir. « Tu sais, papa, dit-elle au marbre froid, tu pensais mourir sans héritier. Mais regarde, nous sommes des milliers maintenant. Chaque enfant que la Fondation aide, chaque vie que l'hôpital sauve, chaque rêve qui se réalise, tous sont tes héritiers. Tu nous as appris que le véritable héritage ne se mesure pas en chiffres, il se mesure en vie transformée. » Elle se leva, embrassa la pierre tombale et se dirigea vers sa voiture. À la maison, Chloé l'attendait pour le dîner avec Monique, maintenant presque nonagénaire mais toujours aussi forte, et Théo, l'adolescent orphelin que Léa avait adopté 5 ans auparavant et qui venait d'être admis en faculté de médecine. Alors qu'elle conduisait dans les rues de Paris, Léa sourit en s'arrêtant à un feu rouge sur la place de l'Opéra. Une fillette s'approcha de la vitre. Mince, vêtue de vêtements usés mais propres, le regard digne. « Madame, dit la fillette quand Léa baissa la vitre, mon nom est Manon. Je ne demande pas la charité. »« Tu demandes une chance, compléta Léa, ouvrant déjà la portière de la voiture. « Monte, parlons de ton avenir. » Et ainsi le cycle recommençait. L'amour qu'Étienne avait découvert trop tard pour lui-même, mais à temps pour le planter dans d'autres cœurs, continuait de se multiplier. Car telle est la nature de l'amour véritable, il ne meurt pas avec celui qui l'a donné. Il vit éternellement en celui qui l'a reçu et le transmet. Manon monta dans la voiture avec le même mélange de méfiance et d'espoir que Léa avait porté des années auparavant. Alors qu'elle conduisait, Léa observa dans le rétroviseur la fillette admirant l'intérieur du véhicule, touchant timidement le cuir des sièges, exactement comme elle l'avait fait elle-même dans la BMW d'Étienne 2 décennies plus tôt. « Vous êtes vraiment médecin ?» demanda Manon, remarquant la blouse sur le siège arrière. « Oui, et directrice d'un hôpital qui prend soin d'enfants, mais plus important encore. » Léa s'arrêta au même feu où elle avait rencontré Étienne. Le destin a de ses ironies. Je suis quelqu'un qui comprend exactement ce que tu traverses. Dans l'appartement du 16e arrondissement, maintenant transformé en véritable foyer, Monique était sur le balcon avec Chloé et Théo préparant la table pour le dîner. Quand Léa arriva avec Manon, personne ne fut surpris. C'était ainsi que fonctionnait cette famille. L'amour n'avait pas de limite. Il y avait toujours de la place pour un de plus. « Mémé Monique !» s'écria Chloé en courant pour raconter. « Nous avons de la visite !» Monique regarda Manon avec ses mêmes yeux sages qui avaient vu Léa grandir. Elle s'approcha lentement, les mains tremblantes de vieillesse mais fermes dans le geste, et étreignit la fillette effrayée. « Bienvenue, ma fille !» murmura-t-elle. « Dans cette maison, personne n'est un visiteur. Tous sont de la famille. » Pendant le dîner, Manon commença à se détendre. Théo raconta ses propres histoires de résilience, comment il était passé de gamin des rues à étudiant en médecine. Chloé parla de sa lutte contre la leucémie, maintenant en rémission, et de ses plans pour être pédiatre comme sa mère. Monique, la matriarche involontaire de cette famille improbable, servait plus de nourriture dans l'assiette de Manon dès qu'elle se distrayait. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Manon, faisant écho sans le savoir à la même question qu'Étienne avait posée des années auparavant. « Pourquoi m'aidez-vous » Léa désigna le portrait d'Étienne au mur, entouré de photos de famille, la famille qu'il pensait ne jamais avoir, mais qui, en réalité, n'attendait qu'à être trouvée à un feu rouge, dans un moment de courage, dans un geste d'amour qui a changé non pas seulement 3 vies, mais des milliers. Parce qu'un jour, dit Léa, sa voix lourde de souvenirs et de gratitude, un homme très riche découvrit qu'il était très pauvre. Il avait des milliards, mais personne à aimer. Alors il baissa la vitre de sa voiture pour une fillette sale et effrayée, et cette fillette lui apprit que la vraie richesse ne se dépose pas dans les banques. Elle se sème dans les cœurs.
Manon écouta attentivement Léa raconter toute l'histoire. Comment Étienne l'avait trouvée, adoptée, mort en lui tenant la main. Comment elle avait promis d'utiliser la fortune pour transformer des vies. Comment la fondation Léa Dubois avait formé des centaines de médecins pauvres. Comment l'hôpital Étienne Dubois sauvait des milliers d'enfants. Et maintenant ? Demanda Manon, les yeux brillants de larmes et d'espoir. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ? Maintenant, sourit Léa, se souvenant du jour où Étienne lui avait posé la même question. Tu choisis. Tu peux retourner dans la rue, et je t'aiderai comme je pourrai. Ou tu peux rester, étudier, grandir, et un jour aider d'autres Manon qui sont là, attendant que quelqu'un baisse la vitre de sa voiture. La réponse de Manon fut d'embrasser Léa avec force, pleurant comme l'enfant qu'elle était, se permettant enfin d'être une enfant. Monique sourit, Chloé et Théo applaudirent, et sur le mur le portrait d'Étienne semblait sourire un peu plus. L'homme qui avait bâti un empire de milliards découvrit au final que sa plus grande fortune avait 8 ans, demandait de l'aide avec dignité et l'appelait père. Et cette fortune, contrairement à l'argent, ne faisait que croître, se multipliant dans chaque vie touchée, chaque rêve réalisé, chaque enfant qui découvrait méritait d'être choisi, aimé, transformé. Étienne Dubois mourut en pensant qu'il avait sauvé Léa. Il ignorait que c'était elle qui l'avait sauvé, lui montrant qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer, et que le véritable héritage d'un homme n'est pas ce qu'il accumule, mais ce qu'il transforme. Et là, dans cet appartement de luxe plein de vie, avec une nouvelle histoire qui commençait en la personne de Manon, il était clair que certains héritages sont éternels, non parce qu'ils durent toujours, mais parce qu'ils ne cessent de recommencer.